Nous sommes le 20 mai, bonjour, on retrouve Dame de la Motte. Bonjour à tous. Et nous allons aujourd'hui nous étriper sur un sujet essentiel de notre émission Hémicycle, puisque nous allons parler de l'épargne des personnes défavorisées et des classes moyennes. C'est ça le titre du rapport? Elle n'a pas noté le titre du rapport. L'épargne populaire. L'épargne populaire. Alors c'est présenté comme épargne populaire et classe moyenne dans le rapport. Voilà. On va vous en dire quelques mots. D'abord, je fais ma pub. Laisse-moi faire ma pub. Je rappelle que cette vidéo qui est délibérément élitiste nous rappelle quand même que au fond plein de gens se plaignent de l'impuissance démocratique. On ne nous écoute pas, on ne peut rien faire, monsieur, on nous marche dessus. Mais quand on leur dit voilà ce qui se passe à l'Assemblée, voilà les termes des débats, on s'aperçoit qu'ils préfèrent quand même avoir piscine ou s'occuper de Macron est un con, je ne sais pas qui est un salaud, etc., plutôt que de se former et de devenir des citoyens. Donc je le redis, l'objectif de cette émission, c'est de faire école des citoyens et de vous donner une information précise et non fantasmée sur la vie parlementaire et notamment les débats qui ont lieu sur ce qui fera votre vie quotidienne demain. Donc, n'oubliez pas que le Courrier se permet de dire ça sur une chaîne YouTube parce que nous sommes arrogants, moi en tout cas je le suis. Et surtout, nous avons un site qui, si vous voulez apprendre, quand même, la vidéo c'est bien, mais l'écriture c'est encore mieux. Abonnez-vous au Courrier des stratèges, publication libertarienne et conservatrice, qui ne vit que de ses abonnements, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et puis retrouvez-nous chaque mardi sur cette émission. Alors, point fait, j'en profite pour en faire deux autres parce que la publicité est interminable. Abonnez-vous parce que vous aurez accès à la lettre confidentielle du Courrier dont le premier numéro a été envoyé cette semaine. C'est une information. On a parlé de quel sera le contenu du programme présidentiel de Bruno Retailleau. Et donc il ne faut surtout pas rater ce contenu réservé aux abonnés que vous recevez sur votre boîte mail. Et il y aura des confidentiels plusieurs fois par semaine pour vous donner des petites infos comme ça. Voilà, alors je t'ai coupé la parole, je te tends le micro. Alors je voulais pour une fois ne pas vous parler d'un débat qui est actuellement en séance puisque pour au moins 3 semaines, l'Assemblée est occupée par le texte sur la fin de vie dont on a déjà parlé 2 fois. Aux dépens d'ailleurs de l'agriculture, et certains l'ont regretté. Non, le sujet fin de vie est très important, mais on ne va pas vous parler toutes les semaines pendant un mois du débat sur la fin de vie. Donc, quand on ne parle pas débat en hémicycle, on parle du reste du travail des députés, c'est-à-dire les missions d'information. Il y aura aussi les commissions d'enquête, mais là, en ce moment, il y a des missions d'information qui sont vraiment très, très riches. Et donc là, c'est Jean-Philippe Tanguy du Rassemblement National et François Jolivet du groupe Horizon, donc le groupe d'Édouard Philippe, qui se sont attelés depuis bientôt 9 mois, c'était depuis octobre dernier, à la question de l'épargne populaire et de l'épargne des classes moyennes. Comment c'est rémunéré et est-ce que les banques font bien leur travail? Donc, ils ont sorti ce rapport mercredi dernier, ça a été approuvé en commission des finances, et donc il y a pas mal de choses à dire. J'ai choisi de titrer cette émission-là de manière un peu provocante. Est-ce que épargner permet de gagner de l'argent ? Donc je sais qu'on ne va pas être d'accord sur plein de choses. Non, l'important c'était de parler de l'épargne réglementée, le paysage de l'épargne réglementée en France et les assurances vie. Et donc les conclusions du rapport, c'est de dire que l'essentiel, jamais les Français n'ont autant épargné et jamais ça leur a aussi peu rapporté. Il y a un encours d'à peu près 1000 milliards d'euros fin 2023 pour l'épargne réglementée et à peu près un petit peu plus de 2000 milliards d'euros pour l'assurance vie. Donc c'est quand même... on est sur des sommes assez conséquentes. Le problème, c'est qu'entre-temps, il y a eu une importante érosion monétaire due à l'inflation,
Ce qui fait que, en gros, en tout cas pour l'épargne réglementée, les Français ont perdu à peu près 300 milliards d'euros. Donc tout le débat, c'est est-ce que c'est légitime d'encourager les Français à épargner, et est-ce qu'on ne leur ment pas en leur disant que leur argent est protégé en étant mis dans de l'épargne réglementée, ou de l'assurance vie d'ailleurs. Tu veux que je parle? Donc vas-y. Alors, je vais te dire ce que je pense de ce rapport, puisque le sujet de l'épargne, du patrimoine et de la rémunération de l'épargne est un sujet extrêmement important dans le courrier. C'est pour ça que je voulais parler de ça. Je savais que ça allait te plaire. Nous avons une chaîne YouTube et en plus, bon, je vais y venir. Mais donc nous avons une chaîne YouTube Patrimoine, je le rappelle. N'hésitez pas à vous y abonner aussi. Ça fait un bout de temps que nous, on a dit aux gens, depuis 2 ans et demi, on leur a dit acheter de l'or. Et ceux qui ont suivi nos conseils ont fait quand même une bonne opération financière, puisque le cours de l'or a doublé depuis qu'on dit acheter de l'or. Dans cette affaire, moi j'ai lu ce rapport fait par François Jolivet, Horizon, donc philippiste, et Tanguy Eren. Alors, Eren, on ne sait plus très bien si c'est de droite ou de gauche. Bon. Et donc, je voudrais te dire 2 choses majeures sur ce rapport que tu vas corriger, que tu vas modérer. Je vais d'abord dire les bonnes choses. Dans ce rapport, il y a des choses que j'ai trouvées intéressantes. Alors, il y a une proposition générale qui consiste à dire qu'il faut encourager l'accès des classes populaires au capital investissement, au private equity, qui est un vrai sujet. Le problème, c'est que ça fait des années qu'il est traité à l'Assemblée nationale. Et qu'il se heurte systématiquement au même point que les 2 rapporteurs ont d'ailleurs soulevé, qui est ça pose un problème quand même, mes amis, c'est que le capital investissement, c'est risqué, donc les gens qui mettent leur argent en bourse ou qui mettent leur argent dans une entreprise risquent de le perdre. Et donc c'est difficile d'encourager les gens à leur dire mettez votre épargne parce que vous risquez de tout perdre. Mais cette proposition est intelligente. Ils n'ont pas trouvé la clé magique pour expliquer comment on fait pour gagner beaucoup d'argent sans prendre de risques. Mais ils ont le mérite de soulever le sujet. Je trouve qu'ils ont fait une autre chose très intéressante, c'est qu'ils sont un peu parvenus à faire parler le patron de la Caisse des dépôts, tout à fait. Dont l'ex-patron est devenu ministre des Finances, et que ce patron de la Caisse des dépôts a donné des explications enfin intéressantes sur l'utilisation des fonds, notamment du livret A, du livret d'épargne populaire, puisque comme vous le savez, les livrets d'épargne populaire sont utilisés pour faire du logement social, mais selon des règles qui nous échappaient. Donc de ce point de vue-là, je trouve que le rapport apporte des choses intéressantes, parce qu'il décrit des mécanismes qui sont généralement cachés, et je trouve qu'il n'est pas allé assez loin dans les explications sur ces mécanismes. Je pense que c'est effectivement, et c'était clairement la volonté de Jean-Philippe Tanguy, c'est de faire parler des acteurs qui jusqu'à maintenant se tenaient bien au chaud et évitaient de prendre trop les lumières. Ce qui est sûr, c'est que la Fédération des banques n'est pas du tout contente du rapport, puisqu'ils sont quand même mis en cause dans leur fonction de conseil aux épargnants. Donc ils ont réagi assez vertement dès le lendemain avec un communiqué et avec un certain nombre de prises de parole dans la presse. Non, la question c'est ce que remarquent les rapporteurs à la fin, c'est que eux, alors il y a une façon de théâtraliser ça aussi, mais eux se disent surpris que les banques leur aient répondu que c'est déjà bien gentil qu'on garantisse le nominal. On ne va pas en plus permettre aux classes populaires Alors, c'est pas exactement ça qui est dit. Je vais l'attaquer. On va en venir Tu m'as coupé la parole d'ailleurs. Oui, je t'ai coupé la parole. Vas-y, continue. C'est que pour les banques, que les épargnants populaires gagnent un petit peu d'argent, en tout cas un petit peu plus que l'inflation, visiblement, c'est quelque chose qu'ils ne trouvent pas forcément très normal, et que ce qui est bien, c'est que le nominal soit garanti. C'est pas ça qui est dit. En tout cas, on va y revenir. C'est un sujet très important pour les lecteurs du courrier. Ce qui est sûr, c'est que c'est la question de l'érosion monétaire qui est posée. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas connu une période d'inflation comme celle qu'on a connue depuis 2021.
Donc je pense qu'il y a un certain nombre de réflexes qui ont peut-être été perdus. Les gens ont peut-être du mal à comprendre que les 300 € qu'ils ont placés en 2021, aujourd'hui, ne leur permettent plus d'acheter ce qu'ils achetaient exactement avec 300 € 4 ans auparavant. Alors on va y venir. Je vais quand même finir sur les bonnes choses que je voulais dire. C'est que par ailleurs, ils répètent, ils font une redite de rapports du Sénat, enfin de rapports réguliers du Sénat, notamment du rapport Husson et je ne sais plus quel autre sénateur qui était socialiste, disent les frais bancaires c'est opaque, les banques abusent, et on le dit souvent sur le courrier, on le répète, et il faut effectivement régler cette question. Simplement, là aussi, je vais commencer à dire des choses désagréables, il faut arrêter, les députés, il faut qu'ils arrêtent de s'en occuper. Parce que si les banques abusent, c'est à cause des députés, qui multiplient les réglementations protectrices en faveur des banques. Le marché bancaire est probablement le plus protégé de la concurrence, contre la concurrence, et la meilleure façon de rendre les frais bancaires transparents, c'est d'ouvrir le secteur à la concurrence, notamment avec les banques en ligne qui sont systématiquement verrouillées par la réglementation. Bon. Et donc, non, mais ça, ceux qui créent le bordel dans la vie des Français, c'est les députés, parce qu'ils laissent faire les banquiers, ils passent leur temps à les protéger, après en disant « Ah, c'est bizarre, les banquiers abusent ». Bah oui, vous êtes les premiers à les aider. Oui, mais d'ailleurs, ça a commencé avec les lois Sapin, et Sapin 2 en particulier. Ça a commencé... voilà. Il faut que tu lises le courrier. La protection bancaire date des années 60 et même avant, puisque c'est un secteur qui a été nationalisé, comme tu le sais, en 1945, et dans la pratique, c'est un secteur d'État, et dans les années 60, le général de Gaulle, le cabinet de Gaulle, donc le cabinet du président, avait décidé de transformer la France fleuron industriel en France fleuron bancaire. Et donc les problèmes datent des années 60. Pompidou d'ailleurs, Pompidou, banquier Rothschild. Mais il n'y avait pas que Pompidou, il y avait Perolvad, etc. Bon, on va payer. Donc moi ce que je voudrais dire, c'est du mal de ce rapport. D'abord, ce qui me gêne, c'est le titre sur épargne populaire et classe moyenne. Alors donc, ce rapport ne définit jamais ce que sont les classes moyennes. Tout à fait. Et moi, ça me gêne, parce que le rapport, incidemment, en effet, il dit clairement les députés doivent être les protecteurs de l'épargne des plus pauvres face aux banques qui abusent. Ce n'est rien d'autre que de l'incitation à la haine, de base. C'est-à-dire que les députés qui vont se mettre à défendre l'épargne, mais attendez, la première façon, Jean-Philippe Tanguy, la première façon de défendre l'épargne des Français, c'est d'arrêter de voter des lois de finances qui prévoient des déficits. Donc ça fait 40 ans que les députés votent des lois chaque année en déficit, des lois de finances en déficit, et ils viennent nous expliquer les banques abusent, on va défendre les épargnants face aux banques. Ben, la meilleure façon de défendre les épargnants, c'est de rétablir l'équilibre des finances publiques. Donc faites votre boulot avant de vouloir faire celui des autres, parce que franchement, quand on voit faire votre boulot, qu'on voit depuis 40 ans, et Tanguy est quand même le premier défenseur de lois, enfin de mesures, excuse-moi, mais quand le RN propose la retraite à 60 ans, enfin c'est vraiment du gaspillage d'argent public. Enfin, on peut défendre la retraite à 60 ans, mais il faut dire clairement que ce sera toujours déficitaire. Et que donc, quand on est sur des positions déficitaires et qu'on prétend défendre l'épargne, mais enfin, on est un menteur. Il faut arrêter cette imposture où les parlementaires pensent qu'ils sont là pour jouer au chevalier blanc. Faites votre boulot d'abord. On n'arrive pas à financer ce modèle social-là. Le modèle social. Déjà, il n'y a pas de modèle social. Déjà, l'invention, c'est qu'il y aurait des modèles sociaux. Bon. Mais, donc, moi, ce qui me gêne, c'est qu'ils n'ont pas défini ce qu'étaient les classes moyennes. Or, quand on fait un sondage, c'est la tarte à la crème là aussi, tu fais un sondage auprès des Français en disant est-ce que vous appartenez aux classes moyennes, aux pauvres ou aux classes supérieures? Ils disent tous je suis dans les classes moyennes. Oui. Même s'ils gagnent 7000 balles par mois, ils disent ben, je suis parti des classes moyennes. Donc, les mecs, ils n'ont pas dit une seule fois ce qu'était l'épargne des classes moyennes. Donc moi, déjà, je n'ai pas compris. Alors, il y a une phrase dans le rapport qui dit « si c'est à partir du 6e décile qu'on commence à voir apparaître des actifs financiers ». Et donc, on en déduit que pour eux, les classes moyennes, c'est les 5 premiers déciles. Mais enfin, moi, ça me gêne quand on fait un rapport parlementaire sur un sujet, on ne sait même pas quel est le sujet. Voilà. Quel est le public, effectivement. Voilà. Donc, moi, donc déjà, j'ai pas compris. 2, ce rapport fonctionne, excuse-moi Sophie, mais sur une immense ânerie.
là tu te dis, mais attends Tanguy, on a bien compris que la mécanique du RN, c'est Trump annonçant l'âge d'or de l'Amérique du jour où il y aura des barrières tarifaires. Voilà. Résultat, il y a plus de barrières tarifaires parce que ça pas, ou en tout cas très peu, et beaucoup moins qu'annoncé, et pof, la note de la dette américaine est dégradée parce que c'est le bordel. Bon. Et le mec, il a quand même dû faire machine arrière. Ce que dit Tanguy sur l'épargne populaire, c'est le même mensonge que le protectionnisme. Ce qui m'agace, parce que moi je suis pour le protectionnisme, si on dit aux gens le prix à payer pour y arriver. Je suis pour le Frexit, si on dit aux gens le prix à payer pour y arriver. Je suis pour que l'épargne réglementée soit rémunérée au-dessus de l'inflation, si on dit aux gens le prix à payer pour y arriver. Et le prix à payer, il est très simple en réalité. Une banque, pour rémunérer l'épargne, elle a besoin d'avoir des remboursements de crédit. Voilà, l'argent, il ne tombe pas du ciel. Ou alors, là aussi, chez un certain nombre de souverainistes, je suis agacé par « il faut réserver le monopole de l'émission monétaire à l'État », donc sous-entendu l'interdire aux banques. Et les banques, elles créent de la monnaie en accordant des crédits. Et là, on dit « ah oui, mais il faudrait que les banques rémunèrent l'épargne de façon magique ». C'est absurde. Donc, pour que les banques rémunèrent l'épargne, il faut qu'il y ait des crédits accordés, des remboursements de crédits qui permettent de couvrir les rémunérations de l'épargne. Donc il faut créer, il faut ouvrir l'émission monétaire aux acteurs privés. Et on ne peut fonctionner avec une épargne rémunérée au-dessus de l'inflation que si on a des retours d'emprunt, des remboursements d'emprunt supérieurs à la rémunération de l'épargne. Dans les grandes lignes, bien entendu. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est complètement bloqué, la situation. Si on veut que l'épargne soit, si on veut qu'il y ait des remboursements de crédit supérieurs à l'épargne, eh bien, il faut augmenter les taux d'intérêt. C'est-à-dire dire aux gens, pour rémunérer Bobonne qui a mis ses 20 000 balles en livret A et qui les laisse dormir, le jeune ménage qui veut emprunter pour se construire sa maison, s'acheter son appartement, il l'a dans le baba. Et il faut le dire. Et ça, Tanguy, il fait croire qu'on peut donner des crédits pas chers et en même temps rémunérer l'épargne au-dessus de l'inflation. Mais c'est du mensonge. C'est Trump expliquant, vous allez voir, j'arrive, c'est l'âge d'or, je fais des tarifs protectionnistes, tout est réglé. Ça ne se passe pas comme ça, la vie. Non, mais là où Ce qui me gêne, c'est que les RN ne le disent pas clairement. Non, mais là où il pose une bonne question, c'est pourquoi, à un moment, c'est-à-dire jusqu'en 2018, le livret d'épargne populaire était rémunéré à 6%. Oui. Ce qui était énorme. Oui. Alors, il a pu être rémunéré à 6% avant que la Banque Centrale Européenne ne baisse ses taux directeurs. Et la Banque Centrale Européenne a baissé ses taux directeurs pour financer la relance de l'économie. Il n'y a pas de secret. En réalité, les taux d'intérêt de l'épargne, ils sont indexés sur les taux d'intérêt de la Banque Centrale. Ils ne sont pas indexés sur l'inflation. Moi, c'est comme quand j'étais dans le patronat, que les syndicats disaient il faut indexer les salaires sur l'inflation. Ben non, on les indexe sur les résultats de l'entreprise, du con, parce que l'argent, on ne sort pas du sabot d'un cheval. Bon. Et là encore, je ne comprends pas que l'économiste en chef du RN, qui est Jean-Philippe Tanguy, puisse soutenir des conneries pareilles. Et je pense qu'en plus, il le fait juste par incompétence. Mais enfin, il faut le redire, les taux d'intérêt de l'épargne ne sont pas indexés sur l'inflation, et une banque, ce n'est pas une entreprise de charité qui est là pour aider les gens à ne pas perdre d'argent. Une banque, c'est une entreprise commerciale qui vend de l'argent, donc elle prête elle fait des crédits, elle accorde des crédits, et avec les remboursements de crédit, elle rémunère ses épargnants. Et il y a un jeu entre les deux. Et l'indexation du taux d'intérêt de l'épargne, il se fait sur les taux d'intérêt de la banque, les taux directeurs de la Banque centrale. C'est le principe même des taux directeurs. Oui. Je retiens quand même du rapport. Non, non, pas du tout. Mais je retiens du rapport que l'information, à mon avis, n'est pas assez connue du grand public, et en particulier des gens qui ont le moins de revenus, qui essaient d'épargner quand ils arrivent à épargner, c'est qu'ils perdent de l'argent avec ce qu'il y a aujourd'hui sur le marché. Et que ce n'est pas en plaçant leur argent là qu'ils pourraient éventuellement faire fructifier leur épargne. Certes, mais là encore, Sophie, je trouve dommage que les députés, constatant le manque d'informations,
ne profite pas des rapports pour informer le public. Là, c'est un rapport de désinformation. Et je le redis, ça, désinformer les gens. Nous, on a la blague au courrier. On voit plein de sites qui racontent des conneries sur tous les sujets, qui obscurcissent l'esprit, qui font des succès d'audience parce qu'ils disent aux gens ce que les gens ont envie d'entendre, même si c'est du pipi de chat. Nous, on fait le choix de dire aux gens, écoutez, on va être impopulaire, on va être urticant, mais on va vous dire comment ça se passe. Et ce qui me gêne, c'est que ces députés, ils font comme un certain nombre de sites, j'appelle ça les sites Lidl, ils racontent des conneries pour avoir des voix, pour plaire aux gens, au lieu d'éclairer le public. Ce que je ressens, c'est qu'effectivement, il y a une partie de ce rapport qui est totalement, en tout cas dans ses propositions, qui est totalement démagogique. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que M. Jolivet, qui est un peu mis en avant pour faire le travail auprès de la presse, s'est laissé un petit peu dominer par Jean-Philippe Tanguy. Sans connotation. Bien sûr que non. Loin de moi cette idée. Non, donc... je vais finir parce que je n'ai pas répondu, excuse-moi, je te coupe, mais sur la question de la garantie. Ce qui est vrai, c'est que le problème éternel des gens, si je prends l'exemple de ma mère. Ma mère, je passe les détails, elle a 90 ans, elle a 16 000 euros d'économie. Voilà. Quand tu as 16 000 euros et que tu as 90 ans, tu n'investis pas en bourse parce que tu risques de tout perdre. Et comme le dit très bien le rapport, sur la bourse, c'est intéressant à long terme. Mais si tu as besoin de liquidité, un coup dur, etc., et que la bourse se porte mal, tu ne peux pas te dégager comme ça sans perdre de l'argent. Et donc, c'est le problème éternel, mais qui montre que Jean-Philippe Tanguy ne connaît pas les classes populaires. C'est que ma mère, qui appartient aux classes populaires, avec ses 16 000 balles d'épargne, elle ne peut pas faire du capital investissement. Bien sûr. Et elle a besoin de pouvoir retrouver son argent, même si, avec l'inflation, elle a perdu 4%, c'est-à-dire, je ne sais même pas combien ça fait, 400 balles, un truc comme ça, 500 balles. Et on ne perd pas ça d'ailleurs, puisque le différentiel de l'inflation est moindre. Donc, elle préfère perdre 100 balles par an sur ses 16 000 balles que de risquer de tout perdre. Et c'est un réflexe naturel. Et si Tanguy n'a pas compris ça, c'est qu'il joue au pauvre, mais il ne sait pas ce que c'est qu'un pauvre. Et là-dessus, redisons-le, quand il parle de la garantie, c'est pas ce que tu dis, c'est pas la garantie de capital, c'est dans l'épargne réglementée, l'État s'engage à préserver les fonds quoi qu'il arrive. Et donc il y a un engagement, notamment à travers le FEO, je ne sais plus quoi, qui est provisionné. Et là aussi, le rapport dit des conneries. Parce qu'ils disent l'État n'a même pas provisionné les sommes nécessaires. On a lu ça sur tous les sites débiles, patriotes, manipulateurs. En réalité, le fonds de garantie ne sert pas à rembourser tout le monde en cas de grande panique boursière de 2008. Il sert à bloquer, c'est une porte coupe-feu. Lorsqu'une banque a une difficulté, les sommes prévues sur ce fonds sont suffisantes pour empêcher la banque de faire faillite. C'est ce qui a fonctionné aux États-Unis au printemps 2023, lorsque des banques commerciales ont commencé à faire faillite du fait du relèvement des taux d'intérêt de la Fed rapide. Et là aussi, c'est des sujets très classiques. Et donc, le fonds de garantie de l'État fédéral américain est intervenu pour éviter un bank run, et ça a très bien marché. Ça a commencé en Californie. Et donc, de fait, si tu donnes le choix à un Français, puisque j'ai lu dans le rapport, ah oui, mais alors, tendanciellement, la bourse, c'est pas plus risqué que le compte en banque, que le livret A, et ça rapporte plus. Oui, mais tout dépend de ton reste, en fait. Parce que même pour beaucoup de gens, même épargner 50 € par mois, c'est au-dessus de leurs moyens. Et c'est à ça qu'on ne répond pas. Et c'est pour ça que je reviens à mon titre provocateur, c'est épargner, ça ne sert pas à gagner de l'argent. Épargner, ça sert à avoir le minimum pour se prémunir d'être complètement lessivé. Mais c'était peut-être d'ailleurs l'objectif de Tanguy, c'est de se dire quelle est la marge de progression sociale des classes populaires. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'outils. Non, dans la situation. Aujourd'hui, les classes populaires, comme tu dis, ne peuvent pas progresser
parce que l'essentiel de leur pognon est englouti par la sécurité sociale. À un moment donné, il faut le dire. C'est-à-dire qu'en France, la seule façon de s'enrichir, c'est de créer sa boîte. Et que tu restes salarié ou que tu crées ta boîte, dès que tu approches une certaine zone, on te matraque d'impôts et on te prend tout. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Le système français est fait pour interdire aux gens de sortir de leur classe sociale. Le système français, c'est une cage dorée où on dit aux gens, vous êtes pauvres, c'est vraiment pas de chance, vous allez avoir... Je vais faire une vidéo sur, oui, le travail salarié est un travail d'esclave. Comme ça, je vais régler le problème. Tu reviens à tes origines avec Tripalio. Avec Tripalio. Et donc, il faut le redire, à un moment donné, le modèle français, c'est de dire, moi je suis fils de prolo, j'ai fait le choix de créer ma boîte, mais j'ai à un moment donné, parce que je suis cinglé, que j'ai pas peur du risque, mais le français ordinaire, si j'ose dire, voilà, on lui dit, bah, tu as le choix, soit tu prends des risques, tu crées une boîte pour t'enrichir, soit tu restes salarié, on va tout faire pour que ce soit le moins pénible possible. Donc tu vas faire un boulot de con, en échange tu auras la sécu, tu auras les 35 heures, tu auras des congés payés, et tu auras des parachutes en cas de problème. Qu'est-ce qu'il choisit? Bon, lui, pas tout... Oui, mais justement, c'est là ce qu'on lui dit. Ce qu'on lui dit, est-ce que, de manière biaisée, le rapport révèle, c'est qu'en fait, épargner n'est pas le moyen de s'enrichir. C'est pas avec ces moyens-là. Quand on est issu de classe populaire ou quand on est juste un petit peu au-dessus du niveau des classes populaires, c'est pas comme ça qu'on s'enrichit. Et on revient à ce vieux mantra de l'histoire du 19e, Guizot, enrichissez-vous par le travail et par l'épargne. C'était peut-être valable dans les conditions de la France de 1850, mais aujourd'hui, c'est un mensonge. Oui, parce qu'on a 6 millions de fonctionnaires et on a la Sécu. Donc, fin de l'histoire. Maintenant, je vais faire un peu de provoque, parce que je suis bien en forme. Je n'aurais pas dû prendre de café pendant le... donc, pour s'enrichir, mes amis, si vous êtes de conditions modestes, il faut accepter d'être pervers, c'est-à-dire transgresser les règles. Donc il y a un dicton qui est la source première de l'appauvrissement dans ce pays. C'est « qui paye ses dettes s'enrichit ». Si vous croyez à ça, c'est que vous n'avez rien compris. C'est « qui paye ses dettes s'appauvrit ». Voilà. Bon, donc celle-là, elle est faite. Petit clin d'œil, private joke, voilà. Et à ceux qui comprendront ce que ça veut dire. Et deux... Non, mais effectivement, la meilleure situation, notamment vis-à-vis de son banquier, c'est d'avoir un emprunt. Et donc notamment en situation d'inflation. Pour s'enrichir, il faut emprunter. Et pour emprunter, notamment, la meilleure façon de s'enrichir, c'est d'emprunter pour acheter sa maison ou son appartement, mais en faisant bien la corrélation entre, par exemple, Paris, on perd de l'argent si on s'endette pour acheter à Paris. En revanche, si vous êtes à Lyon, oui, ça se défend, ça dépend des quartiers. Mais si vous êtes à Montpellier, vous allez vous enrichir en empruntant à 25 ans pour acheter votre appartement. La difficulté, c'est ce qui explique la genèse de la TVA sociale et que le gouvernement projette, c'est que Antoine Fouché, que tu as sans doute connu, je l'ai croisé, oui. CFDT, MEDEF, Pénicaud, donc il a fait des VRP multicarte Antoine Fouché. La base, c'est, il a des revenus, je pense, intéressants, mais il a créé son cabinet de conseil. Donc ce que n'a pas dit Fouché, c'est que quand on devient patron, on devient un paria du système. Et donc, patron de son cabinet de conseil, il a essayé d'emprunter pour acheter à Paris. Son banquier lui a dit « va te faire foutre ». Et quand Fouché a dit « mais j'ai 5 fois le plafond de revenu, je sais pas quoi », le mec a dit « oui mais monsieur, voilà ». J'imagine que le gars lui a dit « oui mais t'es patron, donc un patron c'est quelqu'un de, quelqu'un de risqué ». Voilà. Et Fouché, au lieu de dire bah, « il y a un problème, c'est que les entrepreneurs sont des parias », il dit bah, « donc il faut dégager du pouvoir d'achat en supprimant la CSG pour créer de la TVA sociale ». Pourquoi je fais cette digression? C'est pour dire qu'on a effectivement ce vrai sujet aujourd'hui, et moi j'aurais préféré que les deux députés en question, au lieu d'enfiler des perles populistes vraiment basiques, et dignes de sites, je ne vais pas les citer, mais
qui se contentent de remuer la main tous les jours. À la limite, ils auraient dit comment on fait pour que les Français... C'est juste sur les traders, toutes les promesses qu'on voit notamment sur X et autres, les pubs devenaient traders et gagnaient plein d'argent. C'est du même niveau pour moi. Moi, j'aurais préféré qu'ils posent la question de comment on fait aujourd'hui pour que les banques acceptent de prêter à des gens qui ont un niveau de revenu raisonnable pour qu'ils puissent acheter leur logement, notamment parce qu'à Paris, par exemple, c'est inaccessible et qu'on est en train de transformer petit à petit Paris en ghetto où il n'y aura plus de classe moyenne, au sens propre du terme. Et donc, c'est là que je trouve que l'exercice est raté. Maintenant, sur le fond, il faut redire aux gens qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas avoir des placements à fort rendement sans risque. Voilà. Et le rendement, c'est la rémunération du risque. Moi, ce qui me gêne là aussi, c'est que Tanguy, qui n'a jamais été chef d'entreprise, qui n'a jamais créé de boîte, qui est quand même quelqu'un qui vit depuis le début du grand capitalisme de connivence, sous toutes ses formes, il n'a pas été capable de dire, et c'est ce que je reproche au RN, le RN n'est pas capable de dire, si on veut relever la France, il faut rémunérer le risque. Parce que c'est certainement pas avec des planqués qu'on va, et des gens qui ne veulent pas prendre de risques, qu'on va redevenir un grand pays. Ouais, c'est pas avec une logique de fonctionnaire, de fonctionnariat. Et donc, à un moment donné, on a en réalité un problème collectif aujourd'hui, mais que le rapport effleure avec la question du capital investissement, qui est comment on fait pour rémunérer le risque. Et tant qu'on n'aura pas, c'est pour ça que Sophie, donc j'en profite pour dire que tu vas nous aider à développer le projet de flat tax à 15% pour les dirigeants effectifs d'entreprise, parce qu'à un moment donné, le prolo comme moi qui se dit mais j'ai pas envie d'aller à l'usine, comme moi j'ai pas eu envie d'aller à l'usine quand j'étais petit, qui se dit mais je vais me battre pour m'en sortir, il faut qu'on arrête de dire t'es un salaud, tu dois être un fraudeur. Et d'ailleurs, tu vas payer 2 fois plus d'impôts que les autres parce que tu as sans doute des choses à cacher. Ces gens-là, il faut les encourager et leur faire des conditions fiscales favorables parce qu'ils prennent des risques et il n'y a pas de raison qu'on fasse croire que quelqu'un qui prend des risques doit être taxé comme quelqu'un qui n'en prend pas. Et je sais que cet esprit-là mais le capital doit être taxé comme le travail, c'est la mort de la réussite sociale, c'est la mort de la promotion professionnelle. Non, mais parce que je te rappelle qu'en France, on a un fonds qui est d'ordre culturel, je ne sais pas d'où ça vient exactement, ça doit être du catholicisme mal compris, qui est de dire que c'est mal de gagner de l'argent. Et tant que tu n'arrives pas à surmonter ça dans l'esprit général du pays, on n'arrivera pas justement à créer ces opportunités-là qui seraient les seules effectivement pour permettre à des gens issus des classes populaires de sortir de cette assignation et de sortir justement de la seule perspective, c'est d'avoir un minimum d'épargne garanti, réglementé. Et hors de là, il y a de toute façon aucune perspective d'avenir. Et ça, je trouve ça d'une tristesse sans fond. Bon, à une époque, quand même, il y avait un gars qui s'appelait Jean-Marie Le Pen. Je pense que lui, il était quand même plutôt sur une ligne où il disait il faut oui, mais je te arrêter rappelle de matraquer les gens. Je te rappelle que lui a été chef d'entreprise. Hein. Et pas que, et de nombreuses entreprises. Mais voilà. Je suis pas, c'est pas ma famille de pensée, Jean-Marie Le Pen, mais il avait quand même ce côté libertarien. Et lui-même issu de classe populaire. C'est pas pour rien qu'il rappelait que son père était. Son grand-père avant lui, c'était une lignée de marins-pêcheurs. Donc on est en plein dans les classes populaires. Et il n'y a pas de raison, justement, que ces gens-là soient assignés pour toujours à leur milieu d'origine. Donc on ne peut ouvrir cette porte-là qu'avec la prise de risque et la rémunération du risque. Bon, le 24 juin, vous retrouverez Sophie au restaurant Deria avec moi pour en dîner et Édouard Husson. Inscrivez-vous, on a lancé les formulaires hier après-midi sur le site du courrier. Donc n'hésitez pas, c'est moins cher pour les abonnés que pour les non-abonnés. On a décidé de favoriser les abonnés. Tu m'as mis bien en forme. J'en suis ravie. On continue à parler des rapports de l'Assemblée la semaine prochaine. Oui, parce qu'il y en a plein. Là, il y a plein de commissions qui sont extrêmement importantes et qui en plus donnent matière à débat.
À la semaine prochaine, mes amis. Bonne semaine.